Les villes des courtes distances sont-elles la solution face au changement climatique? On la loue depuis longtemps, mais elle semble pourtant en perte de vitesse. Face au prix de l'essence, à la congestion des métropoles ou encore face à l'isolement social, la ville du quart d'heure semblait apporter de nombreuses réponses. Aujourd'hui, elle ne semble pourtant que peu fonctionnelle au regard des immenses défis de la ville contemporaine. Comment remettre en jeu la question de la diminution des distances pour se déplacer, pour travailler, pour se divertir, pour consommer? On en débat tout de suite avec Giovanni Fusco, qui est directeur de recherche, on va dire, au CNRS, tellement ses diplômes sont extraordinaires. Il échange avec Romain Gonzalez, journaliste au Point. C'est aux applaudissements. Merci Boris pour cette introduction ciselée comme d'habitude. Giovanni, on a mis nos montres bien en évidence. On a 18 minutes 54 pour évoquer la question de la ville du quart d'heure, de la ville des courtes distances et de la modernité de ce concept de la ville du quart d'heure. Je voulais voir avec vous ce que c'est la ville de la courte distance, selon vous. Est-ce qu'on peut la définir conceptuellement et surtout à quoi elle sert? Oui, effectivement, déjà, pourquoi? Et après, je vais vous donner une définition sur laquelle on peut réfléchir ensemble. On en a besoin de cette ville des courtes distances ou du quart d'heure, même si aujourd'hui c'est 18 minutes, mais ça va être plus ou moins ça. On en a besoin pour nos objectifs de sobriété, consommer moins de ressources, moins de sol urbain, moins d'énergie, qu'elle soit décarbonée ou non. On a entendu notre collègue de Total Energy. Mais je pense encore plus, on en a besoin si on veut évoluer vers une vision différente de la ville. Et là, c'est tout ce qui a été dit aujourd'hui avec nos amis architectes, urbanistes. Si on veut aller vers une ville conviviale, une ville de l'inclusion. Alors sur ça, j'essaierai de vous donner les éclairages que je peux vous donner en tant que chercheur. Je ne suis pas un homme de pratique, mais plutôt un homme de réflexion, d'études et de recherche. Ma définition de la ville du quart d'heure est une ville dans laquelle on puisse disposer d'un maximum de ressources à courte distance à pied, partout où l'on soit dans la ville. Donc il ne s'agit pas simplement de dire autour de chez moi. Là, on est sur un lieu de travail. Qu'est-ce qu'on a à 15 minutes à pied autour de nous? Par ressources, vous entendez, Giovanni, l'alimentation, les loisirs. Qu'est-ce que vous entendez par ressources? Parce que c'est un concept assez large, au final. Et effectivement, ce n'est pas du tout ma vision des choses. J'ai peut-être vraiment besoin d'aller un peu plus loin de pourquoi ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a un malentendu et une erreur autour de la question de la ville du quart d'heure. D'abord, le malentendu. Le malentendu qui, vous le verrez, a même coûté cher à notre ami Carlos Moreno, qui est un des collègues qui s'est plus battu pour la ville du quart d'heure. C'est ce malentendu que ville des courtes distances, ça veut dire de vivre à courte distance à pied de son lieu de travail. Je voudrais bien. Aujourd'hui, dans une grande ville, c'est pas possible. Oui, pour le coup, la ville du quart d'heure dans une grande ville, c'est entre guillemets, ça peut être la ville des, on va dire, très riches ou très connectés qui télétravaillent ou qui ont l'opportunité d'avoir un bureau à côté de leur... Non, mais même pas. C'est-à-dire la question de pouvoir vivre près de là où on travaille, à pied, près à pied, tant mieux si on arrive et on peut la favoriser avec de la mixité fonctionnelle, mais ce n'est pas un objectif tenable, ni on peut le proposer en tant qu'objectif réalisable. Il y en a même dans toute la sphère complotiste, etc., qui ont pensé que cette idée de la ville du quart d'heure était une manière de les assigner à résidence. C'est-à-dire vous n'irez pas plus de 15 minutes à pied de là où vous résidez, ce qu'on a dû faire pour les contraintes de la Covid. Et ça a valu des menaces de mort à Carlos Moreno. Pour expliquer un peu, Carlos Moreno, qui est donc, on va dire, l'un des principaux concepteurs de la ville du quart d'heure, a été menacé de mort parce qu'on a rapproché conceptuellement le concept de ville du quart d'heure avec ce qui nous est arrivé pendant les confinements, c'est-à-dire de n'évoluer que dans une zone proche de notre logement. Y compris pour aller travailler. Mais là, il y a toute une littérature. Je veux dire, on n'invente rien. Marc Viel, qui était l'ancien directeur de l'agence d'urbanisme de Brest, le disait déjà il y a 20 ans. C'est pas possible. Edward Glaeser, grand économiste américain, vous allez casser le marché de l'emploi métropolitain. Et il a raison. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas réfléchir sur la ville du quart d'heure en pensant simplement à la question de la mobilité domicile-travail. Mais j'ai une bonne nouvelle. La mobilité domicile-travail, c'est 25% de nos mobilités. Donc, occupons-nous du 75% restant et il y aura de quoi bien satisfaire cet objectif de la ville conviviale et de la ville sobre. Mais là, on vient sur l'erreur, parce que là, c'était les malentendus.
Et l'erreur, c'est de concevoir le problème en termes de fonction. Vous l'avez un peu fait lorsque vous me disiez alors être près des services de commerce. Oui. Et c'est également l'erreur que fait notre ami Carlos Moreno, c'est-à-dire de penser qu'on va regrouper donc le logement, le lieu de travail dans ce qui est possible, parce qu'on a vu que ce n'est pas possible dans la totalité, les services, les commerces, la recherche menée au niveau international sur ce domaine montre que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas ni à induire un changement de comportement vers des mobilités douces, donc plus sobres, la marche, le vélo, ni à assurer cette convivialité qui est le but. Justement, comme vous dites que c'est le but de cette vie du quart d'heure, on aurait pu penser, selon la pensée de Carlos Moreno, qu'en mettant entre guillemets un commerce, un cinéma, un parc de jeux, une salle de sport à côté d'un immeuble, après tout, on crée de toutes pièces une ville du quart d'heure. Et vous vous opposez un peu à cette vision parce que vous dites on crée un espace mais qui n'a rien de convivial. Tout à fait, tout à fait. Et déjà, on pourrait revenir sur la question en mettant, mais vous savez, on est dans des pays démocratiques, les urbanistes, ni les élus derrière les urbanistes n'ont pas le pouvoir de décider où les entrepreneurs vont ouvrir leur commerce, leurs services. Encore, on peut le faire sur les services publics et souvent on le fait mal. Mais c'est vrai que là, une petite réflexion sur où on met nos services publics pourrait aider aux objectifs de la ville du quart d'heure. Mais en tout cas, si nous réfléchissons à la question de la ville des courtes distances piétonnes, où on a plaisir de marcher en termes de fonction, on n'y arrivera pas. On fera fausse route, c'est-à-dire que jadis, Le Corbusier et toute la charte d'Athènes, donc le mouvement moderniste, disait lieu pour habiter, lieu pour travailler, lieu pour les loisirs et la mobilité pour faire le lien entre tout ça. Aujourd'hui, Moreno nous dit non, il y a également le lieu pour faire les courses, le lieu pour s'instruire, mais on passe des 3 grandes fonctions à 6. Avant, en fait, c'est un peu la même pensée selon c'est la vous. même pensée. On reste une pensée fonctionnaliste, donc par fonction, etc. Tout à fait. C'est-à-dire avant, on y allait avec l'automobile. Aujourd'hui, vœu pieux, on devrait le faire à pied, mais on n'y arrivera pas. Donc oui, Carlos Moreno, c'est un peu le Corbusier auquel on aurait donné des vélos cargo. Moi, je le remercie beaucoup, Carlos, parce que c'est grâce à lui également que l'idée même de la ville du quart d'heure a fait son chemin. C'est grâce à lui qu'on peut avoir la discussion qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Je suis en train de dire que ce qu'il est en train de proposer et que sur la ville de Paris semble également relativement bien marcher, peut marcher parce qu'on a Paris derrière. C'est-à-dire on a une configuration urbaine qui s'y prête. Il faut savoir que Carlos Moreno a beaucoup influencé l'aménagement de la ville de Paris, pour bien expliquer. Mais parce que la ville de Paris était déjà bien aménagée. Oui. Et donc c'est possible de faire une petite réflexion, un peu plus d'attention sur les fonctions lorsque la forme y est. Mais si nous réfléchissons à l'ensemble de nos villes, de nos périphéries, de notre espace périurbain, on verra que c'est autre chose qu'il faut mettre un quart d'heure maximum à pied des gens. Parce que exactement, si on compare Paris avec, par exemple, c'est opposé Los Angeles, on imagine qu'évidemment, il est beaucoup plus difficile à première vue de créer une ville du quart d'heure convivial à Los Angeles, vu l'étendue de la ville. Tout à fait, mais là, vous m'amenez loin. Moi, je pense que déjà en France, on a des endroits beaucoup plus difficiles que Paris, dont nous devons nous occuper. Autrement, on en reviendra toujours à cette opposition d'une ville centrale, dense, compacte, parée de toutes les vertus, de toutes les commodités, y compris la proximité un quart d'heure à pas mal de choses, qu'on opposera à des périphéries, à des espaces périurbains délaissés, dépendants de l'automobile, tant pis pour eux. J'entendais tout à l'heure Odilek qui disait bon, le pavillon, c'est pas bon. Nous devons nous occuper de nos espaces pavillonnaires. On peut les organiser différemment. On a également à ce sujet pour eux de solutions de vie du quart d'heure. Mais je voudrais la décliner, cette alternative, parce qu'autrement, même notre public restera sur sa faim. Si ce n'est pas les fonctions qu'il faut mettre... Oui. Qu'est-ce qu'on met en avant Alors moi, dans ma vision, et là je pense que beaucoup de nos amis architectes urbanistes qui ont animé la journée seront d'accord avec nous. La première ressource qu'il faudrait mettre à courte distance à pied de chaque lieu de travail ou de chaque lieu de vie dans la ville n'est pas une fonction particulière. Mais c'est ce qui fait ville, c'est-à-dire ce qui, par ailleurs, catalysera les fonctions auxquelles on pense souvent lorsqu'on parle de la ville du quart d'heure, le commerce, les services. Et quelle est cette ressource ? C'est un espace public, convivial et animé, capable d'agir comme centre pour un voisinage plus étendu. Selon vous, Giovanni, la ville du quart d'heure, est-ce qu'elle est
entre guillemets, forcément à l'extérieur? Est-ce que c'est une ville outdoor? Est-ce que ces espaces conviviaux, ils sont forcément situés à l'extérieur de bâtiments ou pas? Normalement, ils le sont. Normalement, ils le sont. Je parle vraiment des espaces publics, des rues, des places, des jardins. Bien sûr, ça peut être complémenté par une galerie marchande, par l'intérieur d'un immeuble à usage du public. Mais nous devons nous soucier beaucoup. Je pense même à les collègues qui se sont alternés ce matin. C'était beaucoup cette question sur l'espace public. Mais il y a également un problème. Ne pensez pas que je suis en train de vous reproposer cette solution qui est séduisante. Elle a été pendant longtemps d'une ville qui fonctionnerait comme un archipel de villages urbains. Parce qu'on pourrait imaginer, après tout, qu'une ville parfaite, c'est une succession de petits archipels, de petits villages à l'intérieur de la ville qui ne sont pas connectés entre eux, mais qui en fait constituent des petits isolats où chacun est content. Chaque village provençal avec sa place, avec les platanes, on joue à la pétanque, ça serait tentant, mais ce n'est pas possible non plus. C'est-à-dire, restons sur ce qui est le fonctionnement d'une grande ville, d'une métropole aujourd'hui. Et là, peut-être j'aurai quelques dissensions avec les collègues qui m'ont précédé. Je parte de résultats de recherches urbaines qui sont conduites au niveau international. Je pense surtout aux travaux du CL à Londres, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. C'est devenu un pan de recherche très important qui s'appelle syntaxe spatiale. Mais peut-être au-delà de ces recherches, on peut reconverger sur ce que pas mal d'urbanistes seront d'accord à m'accorder, le besoin de constituer, ou s'il y a déjà de conforter, un réseau ininterrompu d'espaces publics de grande qualité pour le piéton, capable donc de distribuer la centralité au centre de toute une ville, de ce périphérie et au-delà de l'espace périurbain. Ça, c'est le... Justement, vous évoquez, Giovanni, la distribution de la centralité. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que par distribution de la centralité, ce que les gens ont en tête à première vue, c'est tout simplement les axes routiers pris par les voitures, qui sont des axes, on va dire, pas forcément efficaces, mais en tout cas très prisés. Oui. Alors, distribuer, ça ne veut dire ni cette idée des petits villages indépendants, ni de s'en remettre à ces axes routiers il faut reconvertir ces axes routiers qui déjà maillent notre territoire autour de toutes nos villes, de nos grandes ou petites villes. Nous avons un bon réseau de routes nationales et départementales, sont des routes. Nous devons, lorsqu'elles sont en agglomération, le reconquérir à la ville et les retransformer en rue principale. Rue principale marchande, agréable pour le piéton, avec un grand espace pour le piéton. Alors, ces rues-là, comme elles sont connectées entre elles, et seront connectées également avec les corridors verts et bleus, les corridors écologiques, ils peuvent donner la possibilité pour des services et des commerces qui ont besoin du flux, d'y prospérer. Et donc, on aurait des centres commerciaux cellulaires, ceux qu'on a toujours déjà eu dans nos centres-villes, et les exporter un peu plus dans nos périphéries. Alors, ce n'est pas un secret. C'était le meilleur urbanisme européen a toujours fait ça. C'est ce que j'allais vous dire. En France, au fond, on s'en sort pas trop mal. On a l'impression, quand on entend votre définition de la ville de courte distance, encore une fois, je vais comparer peut-être Los Angeles ou Pékin avec Paris, on va se dire que dans la rue, quand même, à Paris, ça circule à pied. Vous avez raison, mais c'est Paris intramuros. Moi, je dois penser à toute la métropole, je suis d'accord avec vous. Toute la métropole Île-de-France. Je suis d'accord avec vous. Je mets totalement de côté, entre guillemets, dès qu'on passe le périphérique, où on a l'impression qu'il y a une barrière mentale même de distribution et de marche, tout simplement, de déplacement qui est énorme du côté de Paris. Mais le seul problème, le même problème se repose ici pour Nice, pour Lyon, pour Marseille, pour Lille. C'est-à-dire, les choses vont relativement bien lorsqu'on est sur les espaces les plus centraux, ceux qui ont été urbanisés avant la massification de l'automobile, de facto, dont on a perdu beaucoup d'urbanité. On l'a récupéré les 20-30 dernières années. Peut-être à Nice un peu plus tard, mais c'était très... Bon, moi, j'habite Nice depuis 25 ans et je peux vous assurer qu'on a récupéré beaucoup de qualité de l'espace public dans l'espace de la ville constituée. L'enjeu se pose un peu à l'extérieur. On ne peut pas décréter au vent de fonction, on se l'est dit. Mais ne pensez pas non plus que toute route puisse être transformée en rue principale. Il y a des propriétés que ces routes doivent avoir. Bon, déjà, il y a des propriétés intrinsèques. Là, on peut y travailler. Très, très simple, c'est-à-dire quel espace on donne aux piétons, avec quelle qualité, quel canopée d'arbres, quelle largeur du trottoir, quelle qualité du mobilier urbain. Mais il y a d'autres propriétés qu'on ne peut pas aussi facilement changer. Des propriétés que nous appelons en recherche des propriétés configurationnelles, c'est-à-dire comment cette route que nous souhaiterons transformer en rue s'insère dans un réseau d'autres rues.
et sont des propriétés de connectivité, d'accessibilité, d'être un point de passage obligé ou au moins favorisé. Et d'autres qui viennent de l'interfaçage avec le bâti. Comment on a bâti autour de ces rues? Dans une propriété morphologique. Qu'est-ce qu'il y a dans ces rez-de-chaussée? Comment ce rez-de-chaussée s'interface avec l'espace public? On ne peut pas transformer d'un trait de plume l'intégralité des rez-de-chaussée en zone, on va dire, conviviale, etc., marchande dans certains espaces. C'est ce qui nous incombe si nous voulons cet urbanisme des courtes distances, même dans nos Giovanni, périphéries. une de ces limites de l'aménagement de ces routes, de ces rues, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière en France le découpage, on va dire, administratif qui fait que dans une intercommunalité, dans une grande métropole, il y a une succession de villes et qu'au-delà des métropoles, des intercommunalités, ces villes fonctionnent parfois en vase clos. Et on va dire que l'aménagement de Paris ne correspond pas avec l'aménagement de Neuilly-sur-Seine, avec l'aménagement de Montreuil, et que forcément la route qui va jusqu'à la frontière de Montreuil, de côté de Montreuil, la logique d'aménagement n'est pas du tout la même, et que les intercommunalités en France, c'est une grosse structure, mais qu'au fond, elles n'ont pas la main mise là-dessus. Ne le prenez pas mal, mais ça, c'est vraiment une vision de Parisien. Oui, oui. Vous pouvez me le dire. C'est-à-dire que Paris est une ville magnifique et qui a des énormes atouts, mais a un sérieux problème de gouvernance. Dans le reste de la France, heureusement, ce problème de gouvernance qui existait, tantôt plus tôt, tantôt un peu plus tard, ont été résolus. C'est-à-dire l'intercommunalité aujourd'hui n'est plus ce gros tabou pour nos métropoles de province. Mais nous avons quand même les silos. Les silos sont plus les limites entre une intercommunalité et une autre, mais malheureusement souvent entre les services au sein d'une même collectivité locale. C'est-à-dire que les routes, finalement, sont encore gérées par les services de la circulation, que ce soit des collectivités locales, lorsque, comme ici à Nice, on a récupéré les nationales, sont des routes métropolitaines, tantôt peuvent être encore gérées par les services de l'État, mais c'est encore une vision d'objet d'un système circulatoire. Voilà. Et donc il faudrait les réclasser en termes de rues, d'espaces publics. Et ça, mais je ne suis pas en train de parler des autoroutes, mais des nationales et des départementales, lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un espace aggloméré. Giovanni, il nous reste 2 minutes 25 pour prendre quelques questions, si cela vous dit. Si des questions du public il y a. Oui, alors tout en haut. Tout en haut et ensuite madame. On écoute votre question, madame. Oui, bonjour. Je suis très intéressée par ce que vous dites sur la question des espaces publics, dans le cadre de la ville du quart d'heure ou des 18 minutes, selon au choix. Mais je suis aussi intéressée par la question du changement climatique, qui est quand même une partie du titre de votre présentation. Et donc, à ce sujet, déjà, je voulais savoir ce que vous avez à en dire. Et je me faisais une réflexion, parce que selon le cas, quand vous parlez de la question de la ville du quart d'heure, vous utilisez le terme de fonction ou de ressources. Et je crois que les deux termes sont porteurs quand même de sémantiques assez différentes. En particulier, ça me fait penser à ce que fait Sabine Barle sur la question du métabolisme urbain. Est-ce qu'on ne devrait pas parler du métabolisme du quart d'heure plutôt que des fonctions du quart d'heure? Parce que derrière une fonction, par exemple, accès à l'alimentation, il y a une ressource qui est un champ, un agriculteur, et ainsi de suite. Et est-ce que c'est, ne serait-ce que rêvable d'envisager ça dans une proximité aussi immédiate que le quart d'heure? Je pense que c'est tout à fait illusoire. Donc voilà, je voulais vous interroger sur la différence sémantique entre la fonction et la ressource et le rapport avec le changement climatique que ça implique. Merci. Il y a deux questions là-dedans. Je pars de la seconde, c'est un peu plus fraîche dans ma mémoire. Le terrain sémantique des fonctions et de ressources m'a été un peu imposé. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Moi, je vais me parler d'usage. Lorsqu'on parle des êtres humains, les êtres humains, ils ont des usages des espaces. Et donc, la réflexion sur la ville du quart d'heure est une réflexion sur comment on va utiliser les différents espaces de la ville. Notamment, ce qui est le plus important, c'est que le cœur de l'urbanité, c'est l'espace public. Comment on l'utilise? Fonction, c'est déjà une certaine manière que l'urbanisme dit fonctionnaliste a récodé ce que les gens font en termes de là c'est de l'habitat, là c'est de la production manufacturière, ici c'est du commerce. Lorsque je vais faire des achats, je peux m'asseoir sur un banc
et me reposer. C'est un usage que je fais de ce morceau d'espace. Après, je rentre, je vais faire effectivement des achats. Et là, c'est une transaction pour obtenir une ressource. On vient à un autre démo. Donc, moi, je resterai sur les usages. Et la réflexion de la ville du quart d'heure est une réflexion des usages du quart d'heure. Par contre, ce que vous dites, c'est encore plus vaste, c'est-à-dire un métabolisme du quart d'heure. C'est-à-dire d'où viennent les ressources matérielles, énergétiques qui sont utilisées, et l'espérons-nous dans une vision de durabilité de manière beaucoup plus circulaire que seulement extractive, j'utilise, je jette. Est-ce faisable sur le quart d'heure? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, parce que les villes, dans l'histoire de l'humanité, ont également été des nœuds de ce que nous, en géographie, on appelle l'écoumène, c'est-à-dire l'espace habité dans lequel on prend des ressources qui peuvent venir également de loin, on les retransforme et on les échange avec d'autres villes qui sont... Je vais parler sans doute comme un béotien, le candide que je suis, mais c'est vrai ce que vous dites, madame, c'est intéressant parce que la ville du quart d'heure, si on s'intéresse par exemple à une ville du quart d'heure construite autour de certains magasins, certains commerces, certains loisirs, si ces commerces-là et magasins ne proposent entre guillemets que des fruits qui viennent du bout du monde, on a en droit de se poser de la question de la véracité du concept de ville de quart d'heure, de sa fonctionnalité, de son intérêt, même à plusieurs niveaux, en termes de convivialité, d'environnement, évidemment. C'est là où je fais la transition avec la question du changement climatique. Est-ce que cette ville des courtes distances ou du quart d'heure, au fond, la question climatique, c'est pas vraiment son intérêt, c'est pas vraiment son objectif, c'est plutôt un objectif de convivialité et de fin, entre guillemets, de réduction de l'isolement social, qui est un enjeu aussi dans les villes. Il y a les deux. Il y a les deux, je le disais au début, il y a cet objectif que je pense pour moi être fondamental, parce que la convivialité n'est pas simplement un petit peu de piment dans notre vie en ville, c'est ce qui nous motive à rester en ville. Donc si la ville n'est pas conviviale, les gens voteront avec leurs pieds, c'est-à-dire ils partiront vers d'autres espaces avec les impacts environnementaux que ce partir hors de la ville peut comporter. Mais c'est vrai qu'il y avait l'autre question, la sobriété. C'est-à-dire c'est en restant dans une ville du quart d'heure pour le piéton, éventuellement accéléré par le mouvement du vélo ou du transport en commun, qu'on peut réduire l'impact carbone de notre vivre en ville. Et donc être dans la notion, non pas d'adaptation, mais vraiment de réduction du changement climatique. Par contre, la question s'il faut aller à pied 5 minutes pour acheter que des kakis qui viennent du plaque minier à côté ou des bananes qui viennent d'ailleurs, je ne peux pas l'aborder ici sérieusement, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Giovanni, une dernière question avant de conclure. Bonsoir, merci pour le discours. Je suis architecte urbaniste, je viens des Pays-Bas, donc le pays du vélo, le pays quand même de la ville de quart d'heure, je dirais aussi. Et il y a une raison que j'ai remarqué qui change avec la France. Dans les années 50-60, on a interdit les zones commerciales aux Pays-Bas. Et pour des raisons, pas pour la ville de quart d'heure, puisque ça n'existait pas encore, ou peut-être ça existait, mais ce n'est pas spécifique, mais pour protéger le commerce local. Et aujourd'hui, en France, ces zones, ils arrivent à la fin de leur vie. Donc maintenant, il faut le transformer, puisque comme avant, ça ne fonctionne plus. Donc c'est une chance. Et peut-être aussi, il faut éviter d'en construire d'autres pour... c'est vraiment une chance maintenant. Ils sont vieillots, ils sont transformés ou abandonnés ou réintégrés dans la ville. Et donc ça, c'est juste une remarque. Et une autre remarque sur la continuité de grandes lignes entre les différentes communes. J'ai l'impression que vous êtes parisien, mais voilà, il y a un Niçois par choix aussi. Nice a toujours eu la promenade des Anglais avec la partie pour les vélos, pour les piétons. À un moment donné, tout le reste est une autoroute entre la ville et les plages. À un moment donné, le maire de Cagnes-sur-Mer, il a réussi à transformer cette autoroute aussi en un boulevard. Et petit à petit, les autres communes, entre Nice et Cagnes, ils ont suivi, ils ont aussi créé. Donc maintenant, il y a une continuité. On voit aussi que même Cannes, ils sont en train de transformer leur bord de mer. Et donc finalement, ça crée une continuité quand même avec des espaces pour les êtres humains au lieu de garder cette autoroute qui faisait barrière entre la ville et les plages. Donc ça prend 20 ans. Puisque ça fait 20 ans que je regarde ça. Mais
ça arrive quand même. Et on voit que les voisins, ils regardent l'autre commune, le bord de mer de Cagnes-sur-Mer, ils connaissent un succès tellement qu'ils ont mixé le vélo avec le piéton. Maintenant, les vélos, ils n'ont que le droit à faire 10 km/h puisqu'il y a tellement de piétons et il y a tellement de succès que, en fait, il faut presque faire un prochain passage. Donc, ça arrive. Je reste optimiste. Je vais rétablir une vérité parce que je ne suis pas parisien du tout, mais je suis bordelais et j'ai vécu longtemps à Paris. Et Bordeaux s'est longtemps fait remarquer pour, on va dire, une mésentente assez forte entre certaines communautés qui ont bloqué des efforts d'aménagement. Aujourd'hui, ça a largement disparu. On a notamment un tram qui dessert la communauté urbaine de Bordeaux de manière beaucoup plus efficace. Pendant longtemps, il y avait des guerres entre évidemment la banlieue rouge et un Bordeaux plutôt bourgeois, plutôt de droite, ce qui est en train de s'aplanir. Giovanni, sur la question aussi des zones commerciales, qui est une excellente question, on va dire vraiment l'importance d'une législation plus forte qui aménage le territoire directement. Oui, c'est un sujet qui doit vous intéresser. Oui, oui. Et Bordeaux, c'est également une des villes les plus reconnues aujourd'hui pour l'attention aux espaces publics en France. Donc, on apprend beaucoup de Bordeaux. Mais la première partie de la question, les espaces commerciaux, c'est fondamental parce que là, on est vraiment à la fin d'un système. C'est-à-dire ces grandes surfaces commerciales de périphérie. La France a les acteurs économiques les plus puissants de la grande distribution commerciale en Europe. Carrefour est le second groupe mondial après Walmart aux États-Unis. Ils arrivent à bout de course parce qu'aujourd'hui, dans les hyper, ils perdent de l'argent, ils sont plus rentables. Donc, effectivement, je pense qu'on est en train déjà d'observer un changement de fond depuis une bonne quinzaine d'années. Ces acteurs commerciaux que pendant longtemps ont été un peu l'ennemi de la ville du quart d'heure viennent vers nous. C'est-à-dire Carrefour, Auchan sont très présents dans les villes avec des points de vente plus réduits, plus distribués. On peut faire avec eux ce qu'il y a 30 ans ou 40 ans ont été très difficile à concevoir avec eux. Eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils sont au bout de système. Ils n'y arriveront plus. Au bout du système et en plus de moins en moins incité évidemment à bâtir avec la zéro artificialisation nette qui est aussi, on va dire en France, un des gros enjeux des prochaines années. Merci Giovanni, on a quasiment respecté le timing à 7 minutes près. Boris. Merci à tous nos invités, merci à vous d'avoir assisté directement ici en public à l'IMRED. Merci à vous derrière votre écran si vous êtes en streaming. Cette 5e édition s'achève et on vous retrouve avec plaisir l'année prochaine. Merci à tous nos partenaires et à nos invités. Au revoir.